Bonjour à tous. Du coup, on est sur le deuxième live de Soma Soa et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jeudi consécutif. Je m'appelle Sandra, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je suis thérapeute et professeure de yoga. Et j'ai cofondé donc Soma Soa avec Sébastien, mon mari. Et pourquoi on a fondé Soma Soa? Tout simplement parce qu'on était animé par l'envie de transmettre et de partager tous les outils qui nous ont fait avancer sur notre chemin. Depuis quelques temps. Et le but, c'est vraiment de permettre à chacun d'aller à la rencontre de soi, de vivre conscient, inspiré. Et Soma Soa, ce sont du coup des ateliers que nous avons mis en place autour du développement personnel, du yoga, qui reprendront d'ailleurs après l'été. Ce sont aussi des coachings, des podcasts, et nous travaillons sur un programme actuellement pour vous proposer donc un programme en ligne qui sortira, on l'espère, fin septembre normalement. Voilà. Et du coup, on a décidé depuis jeudi dernier de faire un live donc tous les jeudis soirs à 19h où nous répondrons à toutes vos questions concernant donc le développement personnel, mais aussi professionnel. Et aussi des questions autour de la psychologie et du yoga. Voilà. Euh, Bonsoir Béatrice, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau ce soir. Du coup, comme chaque semaine, j'ai mis en place une petite boîte à questions. Du coup, on a eu quelques questions. Il y en avait aussi de la semaine dernière auxquelles je n'avais pas eu le temps de répondre. Ce soir, on va essayer de faire un peu plus court que la dernière fois. Et j'ai essayé de regrouper un peu les différentes questions parce qu'en fait, on a eu pas mal de questions autour des mêmes thèmes et notamment des questions autour de l'estime de soi, sur le fait aussi de savoir se positionner, de dire non, ce qui est quand même ce qui va en lien, ce qui est en lien. Bonsoir Pauline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Ah oui, et on avait aussi une question sur comment on fait pour éviter ou pour arrêter d'avoir des émotions négatives. Voilà, donc on va répondre, je vais répondre à tout ça ce soir. Ça tombe bien puisque le dernier atelier était sur l'estime de soi, donc ça m'a permis aussi de voir un petit peu ce qui pouvait résonner chez la plupart des personnes, puisque estime de soi et le fait de ne pas réussir à dire non ou de le faire avec beaucoup de culpabilité, c'est souvent en lien. Voilà. Du coup, je vais commencer justement par l'estime de soi et par faire un petit point sur la différence entre estime et confiance en soi, parce que souvent on fait l'amalgame entre les deux, alors que ce sont deux choses bien distinctes, parce qu'on peut avoir de l'estime de soi et peu confiance ou inversement. Et alors la différence, elle est fine parfois, on a du mal à le faire, mais l'estime de soi, c'est vraiment en lien avec la valeur qu'on s'accorde soi. Donc c'est vraiment soi avec soi-même, c'est plutôt lié aussi à une émotion. Alors que la confiance en soi, ça implique une action et c'est vers l'extérieur. D'accord? Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. La confiance en soi, c'est une action, c'est ma faculté, ma capacité à passer à l'acte pour notamment parfois sortir de ma zone de confort. Donc je peux par exemple, je sais pas, ne pas beaucoup m'estimer, avoir peu d'amour pour moi-même et pour autant avoir très confiance en moi dans certains domaines de ma vie et notamment professionnels par exemple. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, l'estime de soi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, alors souvent c'est en lien avec les messages qu'on nous a transmis quand on était enfant, mais pas que. Puisque après, à l'âge adulte, ça va dépendre beaucoup aussi de notre environnement, des gens qu'on fréquente. Euh, il y a quelque chose aussi de très, de très important avec cette notion d'estime de soi, c'est est-ce qu'on passe beaucoup de temps à se comparer ou pas aux autres? Parce que la comparaison, c'est vraiment un des aspects les plus... qui va mettre le plus à mal votre estime de vous-même. Et moi, je prends toujours l'exemple des réseaux sociaux, notamment, parce que les réseaux sociaux, on sait que ça peut être un super outil, et notamment, comme nous, quand on a une activité et qu'on a envie de communiquer,
mais c'est aussi quelque chose qui peut renvoyer des choses pas évidentes quand on a peu d'estime de soi. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui peuvent passer du temps, notamment sur Instagram, puisque là on y est, à scroller et puis à regarder des photos, des choses comme ça, en comparant toujours sa personne, sa propre vie avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, on sait tous que sur les réseaux sociaux, euh, c'est, comment dire, on montre ce qu'on a envie de montrer, hein, donc voilà, ça reste une image qu'on se construit, même ça ne veut pas dire que c'est que du fake, mais ça reste quand même une image qu'on se construit autour des réseaux sociaux, et ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le reflet de la réalité. En tout cas, c'est pas le reflet d'un quotidien avec ses hauts et ses bas. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et du coup, moi, j'aime bien dire que aller sur les réseaux sociaux, c'est bien si c'est une source d'inspiration et pas de comparaison. Voilà, donc ça, si vous manquez un peu d'estime de vous-même, déjà faites attention à ça, à la manière dont vous vous comparez aux autres. C'est vraiment important. À chaque fois que vous allez vous comparer, vous allez faire chuter votre estime de vous-même. Donc, comparaison versus inspiration, les deux ne sont pas les mêmes. Ça, c'est hyper important. Et du coup, je disais que l'estime de soi, ça se construit dès l'enfance par rapport à tous les messages qu'on a pu entendre de nos parents, mais pas que, aussi à l'école. Voilà. On a peut-être tous eu un professeur qui nous a dit, suite à un devoir qu'on a rendu, que c'était nul. Et en fait, quand on va vous dire, enfant, que c'est nul, en tant qu'enfant, on n'a pas la faculté de se dire que c'est le devoir qui est nul, mais et que c'est pas nous en tant que personne. Et au début, dans l'enfance, on est, comment dire, on n'est pas vraiment... l'estime de soi se construit, mais on n'a pas vraiment... on n'a pas d'ego. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que les enfants peuvent faire des spectacles, se balader tout nus sans aucun complexe, parce qu'en fait, l'ego est en train de se former, mais pas, il n'est pas encore mature. Ça vient un peu plus tard et notamment avec la préadolescence, puisque dans l'enfance, en fait, on est le centre du monde. Donc voilà, il n'y a pas de question de regard extérieur. Le regard extérieur ne compte pas, la seule chose qui compte, c'est nous. Et puis quand on est préado, quand on grandit, là, on commence voilà, à développer une autre notion qui est le regard de l'autre. Et c'est là qu'on commence souvent à s'habituer à porter des masques, des costumes pour plaire, pour répondre à certains critères, notamment à l'adolescence, quand on fait partie d'un groupe. On va commencer à s'habiller comme le reste du groupe, on va commencer à faire des choses. Voilà, à mon époque, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'est souvent l'époque où aussi on commençait à fumer parce que c'était bien de faire comme les autres. Et tout ça, c'est vraiment en lien avec le regard de l'autre et le fait d'avoir une appartenance à un groupe. C'est autour de ça que l'estime de soi se construit. Et donc, à l'âge adulte, ça va être vraiment en lien avec nos premiers amours, nos connaissances, les liens qu'on crée avec les gens qu'on fréquente. Est-ce que ce sont des liens toxiques ou pas? Est-ce que ce sont des liens sains? En sachant aussi que quand on a peu d'estime de soi, on a une tendance à accepter d'avoir des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, tout simplement parce qu'on a du mal à poser des limites. Et les frontières souvent sont floues. On ne sait pas vraiment, il y a cette notion de on ne mérite pas, on pense ne pas mériter mieux. Et du coup, ça va être en lien avec le fait justement de savoir ou pas dire non. Alors, déjà sur l'estime de soi quand même, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi j'aime bien donner un petit exercice à faire, que je fais faire notamment aussi pendant les ateliers, c'est l'échelle. C'est une échelle voilà, de 0 à 10. En fait, vous faites un petit trait. Et puis, par exemple, pendant quelques temps, je ne sais pas, une semaine, vous allez faire l'expérience juste pour prendre conscience de votre estime de vous-même et de voir ce qui peut influer sur cette estime de vous-même. Donc, vous faites cette échelle, donc ce trait, et puis le matin au réveil, vous mettez un trait sur cette échelle entre 0 à 10. Donc, 0, j'ai aucune estime de moi. 10, je suis à fond, quoi, c'est super. Franchement, si vous êtes à 10, c'est top. Donc, vous mettez cette première note le matin et imaginons que ce matin, vous vous réveillez, vous êtes à 6. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de replacer un autre curseur sur cette même échelle le soir avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que ce curseur, il peut bouger.
de façon positive ou négative. C'est-à-dire que de 6, vous pouvez passer à 5 ou au contraire à 6. Et ça va vraiment vous faire vous rendre compte de qu'est-ce qui a fait dans votre journée que ce curseur, il a chuté ou au contraire, il est monté. Est-ce que c'est en lien avec une personne au boulot? Est-ce que c'est en lien avec la personne avec qui vous vivez, avec une rencontre que vous avez faite qui vous a réjoui? Est-ce que c'est en lien avec un compliment ou au contraire quelque chose que vous avez perçu comme une critique qui fait que votre curseur, encore une fois, il est monté ou il est descendu? Donc ça, faites ça pendant une semaine et ça va vraiment vous faire vous rendre compte déjà que l'estime de soi, c'est comme le reste, c'est comme la vie, c'est pas stable, hein, c'est pas linéaire, ça monte et ça descend. Mais ce qui est intéressant quand même, et ce qui est rassurant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer. Le tout, c'est de se connaître assez pour savoir ce qu'on a à bosser ou pas. Et il y avait une jeune femme au premier atelier sur l'estime de soi qui disait mais en fait l'estime de soi c'est la connaissance de soi. Et effectivement ça joue beaucoup de se connaître et aussi de s'accepter donc avec ses qualités, ses défauts, avec ses forces mais aussi avec sa vulnérabilité. Et quand on a une bonne estime de soi, du coup déjà c'est plus facile de se montrer vulnérable. Et moi j'ai tendance à croire que la vraie force, c'est de savoir être vulnérable, en fait. C'est de savoir faire avec nos forces et nos faiblesses. Et je crois que quand on se montre vulnérable, eh bien, c'est là qu'on vit aussi les plus belles choses. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. Alors après, c'est comme tout. On choisit les personnes avec qui on peut se permettre de faire ça. Voilà, ça c'est par rapport à l'estime de soi. Si vous faites cet exercice de l'échelle, ça va vraiment vous donner des infos, mais aussi des infos sur votre entourage. Est-ce que à chaque fois que vous rencontrez, par exemple, je sais pas, chaque fois que vous mangez avec Bertrand sur votre pause de midi, vous avez votre estime de vous qui chute? Eh bien là, il y aura peut-être des questions à se poser, soit pour améliorer cette relation et peut-être avoir une discussion, en tout cas de vous demander ce que Bertrand vous renvoie pour qu'à un moment donné, votre estime de vous-même chute à chaque fois. Et puis parfois, il n'y a pas d'autre choix que de s'éloigner de certaines personnes. Et c'est OK en fait. Les relations, c'est pareil, ça va et ça vient. Donc voilà, je regarde juste un petit peu. Merci pour le partage de cet exercice, je trouve top. Et écoute, avec plaisir Mathilde. Si vous testez cet exercice, n'hésitez pas à faire des retours. Franchement, c'est un exercice qui est assez puissant dans la connaissance de soi aussi, mais aussi pour avoir un regard assez clair de soi vis-à-vis des autres. Voilà, la manière dont on perçoit, dont on se perçoit vis-à-vis des autres. Donc là, on en vient toujours au regard des autres. Même si notre estime de nous, c'est la valeur qu'on s'accorde, c'est nous avec nous-mêmes, il n'empêche que souvent, on se cherche de la valeur dans le regard de l'autre. Voilà. Ça peut aussi être difficile quand on fait ce genre de choses. Ça, c'est pour la partie estime de soi. Et du coup, je continue maintenant avec le fait de dire non, de savoir dire non. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'est clair? Ok. Alors. Il y a peut-être un petit temps de... Ah oui, Sébastien me dit, en fait, parce que Sébastien regarde le live aussi sur son portable, et en fait, il me dit il y a un petit temps de décalage. Voilà. Donc, ok, pas de question. Bon, c'est ok. Du coup, sur cette notion de dire non, je rencontre beaucoup de gens et j'ai eu pas mal de questions sur... on me demande souvent des services, je me retrouve à faire des choses que j'ai pas envie de faire, j'ai du mal à dire non, j'ai peur qu'on ne m'aime pas si je dis non, ou quand je le fais, j'ai de la culpabilité. Quand on manque d'estime de soi, quand on s'accorde peu de valeur, effectivement, on met un processus en place qui est... Excusez-moi. Je dis oui à tout
parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va m'aimer. C'est en rendant des services, voilà. Et surtout pas en me positionnant. Si je me positionne et que je dis non, que je pense d'abord à moi, déjà, on peut avoir l'impression qu'on est égoïste. Et malheureusement, souvent, on croit que l'égoïsme est quelque chose de négatif, ce qui n'est pas toujours le cas. Puisque moi, je crois que c'est important de penser à soi et à son bien-être. C'est aussi ce qui contribue au fait qu'on puisse être bien avec les autres. Donc, c'est loin d'être égoïste ou négatif que de penser à soi. Et du coup, ouais, quand on dit non, en fait, on a tendance à se culpabiliser et à croire qu'on va blesser ou faire du mal à l'autre qui nous a demandé un service. Ah, voilà, Poppy qui reprend son show comme d'habitude au moment des lives. Alors, comment on fait pour dire non quand on manque d'estime de soi ou qu'on n'a pas confiance en soi? Déjà, il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est que dire non et se justifier, c'est souvent ce qu'on fait quand on a du mal à dire non. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qui fait qu'on se retrouve en difficulté. Pourquoi? Parce que plus on se justifie et plus le message qu'on envoie à la personne qui nous a posé une question, c'est qu'on n'est pas clair avec notre non. D'accord? Le non, il n'est pas clair, il n'est pas posé. Et du coup, la personne en face va venir chercher, va venir mettre le doigt sur ce qui cloche. D'accord? Parce que dans la communication, c'est bien qu'il y a la communication verbale, mais il y a aussi la communication non verbale. Quand vous commencez à dire non en étant mal à l'aise, en vous justifiant, parfois même en mentant, parce que parfois on n'a juste pas envie, puis on se dit qu'il nous faut quand même une excuse, donc on va mettre tout un processus de mensonge en place pour avoir une bonne raison de dire non. Donc, à chaque fois que vous vous justifiez, en fait, moi je dis toujours que justification, ça donne place à la négociation. Tant que vous répondez en vous justifiant, la personne en face, elle pense qu'elle peut négocier. Alors qu'un non sans justification, c'est juste un non en fait. La personne ne peut s'engouffrer dans rien du tout. Je m'explique. Je vais donner un exemple, mais vraiment tout simple. On vous appelle et on vous propose une soirée. Et puis, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous allez dire non, parce que je suis fatiguée. D'accord? Donc le je suis fatiguée, il est de trop. C'est une justification. La personne, elle va pouvoir vous dire non mais t'inquiète pas, on va pas finir tard. Et en fait, c'est l'escalade à chaque fois de la justification et de la négociation. D'accord? Parce que la personne, si elle a très envie et que vous soyez là, elle va tenter de tout mettre en place pour que vous puissiez réellement être là. Si vous tenez bon sur votre non, elle va vous en vouloir un peu plus, ou elle peut se vexer un peu plus, parce qu'en fait, vous lui avez donné l'impression que c'était possible, puisque vous avez ouvert la porte à la négociation. Alors que si c'était juste « non, je ne serai pas là », voilà, point barre, d'accord? Donc faites bien attention à ça. Un non n'a pas besoin d'être justifié. Si la personne vous connaît, si la personne vous apprécie, normalement, elle n'a pas à vous en vouloir pour un non. Et si c'est le cas, en fait, ça ne parle pas de vous, ça ne parle que d'elle, d'accord? De qu'est-ce que ça vient faire résonner en elle. Est-ce que cette personne-là, elle-même, elle a un manque d'estime d'elle-même et qu'elle se dit, si mon amie ne vient pas à cette soirée, c'est qu'elle m'aime pas, ou moins, ou que je suis pas important, enfin bon, peu importe ce qu'elle va se raconter, mais c'est une histoire qui ne va vivre que dans son mental à elle, par rapport aux projections qu'elle fait, par rapport à son expérience et à ce que ça va lui renvoyer. Donc, sa réaction ne vous appartient pas. À ça, vous pouvez répondre que vous comprenez qu'elle soit déçue ou peu importe, ou pas en fait. Vous pouvez aussi ne rien répondre, d'accord? C'est quand même assez rare qu'une relation se termine parce que vous avez dit non à quelque chose. Si c'est le cas, c'est que de toute façon, c'est une relation qui n'avait peut-être pas lieu de durer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se travestir toute notre vie, on ne peut pas se faire passer en second plan toute notre vie pour faire plaisir à quelqu'un en lui disant oui. Dire oui à tout, c'est aussi le meilleur moyen de se retrouver dans des situations improbables parce qu'on n'a pas envie. Du coup, on va aller, je sais pas, donc je continue sur l'exemple de la soirée, on va aller à une soirée alors qu'on n'avait pas envie d'y aller et en fait, on va être mal. Et comme on va être mal, on va être, par exemple, on peut être fâché. Quand on dit oui alors qu'on pense non, on peut vite être fâché, mais on n'est pas fâché contre soi, on est fâché contre l'autre parce qu'on a l'impression que c'est l'autre qui nous a mis dans cette situation. Alors qu'en fait, c'est contre soi qu'on est fâché parce que c'est nous. Nous avons le libre arbitre, encore une fois, de dire oui ou non. C'est nous qui avons dit oui alors qu'on pensait non.
Donc faites bien attention à ça et n'hésitez pas à dire non. Quand on n'a pas l'habitude de dire non et quand on a très peur d'être rejeté, mal aimé ou de culpabiliser quand on dit non, c'est pas toujours évident de le faire au début. Et du coup, moi, je dis toujours qu'il faut passer par un premier step, première marche, qui est de décaler votre réponse. Quand on vous pose une question, vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement oui ou non. Et du coup, c'est plutôt bien quand... Voilà, donc je reste sur l'exemple de la soirée. Est-ce que tu as envie de venir à cette soirée ou j'ai une soirée, j'organise une soirée, ce serait bien que tu viennes. Vous pouvez aussi dire je ne sais pas. Je te tiens informé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, ça va tout simplement vous permettre de vous scanner, de poser le mental. Parce que quand on est face à la personne ou qu'on doit répondre très vite au téléphone, en fait, le mental se met vite en place. Et souvent, on donne des réponses de façon impulsive. Pas forcément méchante, hein, mais de façon impulsive. C'est-à-dire que vite, l'ego se met en place. Il va vous dire, si tu dis non, elle va t'en vouloir ou tu vas te culpabiliser. Et hop, vous allez répondre oui. Donc, vous décalez la réponse. Vous prenez un temps pour vous scanner. Est-ce que j'ai réellement envie d'y aller ou pas? D'accord? Si vous commencez à vous dire non, j'ai pas envie, oh, mais quand même, peut-être que je devrais y aller parce que si je. Voilà. Analysez votre processus de réflexion. Analysez ce qui se passe en vous à ce moment-là, au moment où vous allez vous apprêter à dire oui alors que vous n'avez pas envie d'y aller. Et calmez le mental, d'accord? Calmez le mental et dites-vous bien que il ne se passera rien de grave. Personne ne va vous rejeter parce que vous avez dit non. Encore une fois, si quelqu'un vous rejette parce que vous avez dit non, c'est peut-être pas une relation à garder. Ou en tout cas, ça vaut le coup d'aller vous positionner, de vous positionner et de rediscuter de ça. Peut-être en disant à la personne, voilà, c'est pas le bon timing pour moi, j'en ai pas envie, mais ça n'enlève rien au fait que je t'apprécie, d'accord? Une fois que vous avez scanné et que vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de répondre à la demande, à la sollicitation, eh ben, soit vous le faites en face à face, soit vous appelez, soit au début, bah, vous envoyez un texto. Aujourd'hui, avec les outils, avec le téléphone, en fait, c'est pas se défiler que de faire les choses comme ça. C'est juste faire en sorte de trouver des outils, de mettre des choses en place qui sont assez confortables pour nous permettre de prendre l'habitude de se positionner. D'accord? Donc voilà, ça peut être un simple texto. Si vous envoyez un texto, s'il vous plaît, ne faites pas un pavé de justification, hein, c'est le même principe. Hein. C'est juste un non. Non, je te remercie de m'avoir invité, ce sera pour une prochaine fois. Point, bisous, ça s'arrête là. Je peux vous assurer que quand vous faites ça, les gens ne s'engouffrent dans rien. Encore une fois, justification égale négociation. Donc, pas de justification, pas de négociation en face. Le non est juste un non. Voilà. Ah, bonsoir Maude. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des retours ou voilà, quelque chose que vous avez envie de partager? Je check en même temps mes notes. Non? Ok. Bon, parfait. Voilà, du coup, ça c'est la notion du non. Commencez avec des gens avec qui vous êtes assez à l'aise pour le faire. C'est pareil, hein, sur le plan professionnel, on a tendance à répondre oui à beaucoup de choses. Et souvent en attendant qu'en face ce soit la même chose. Alors, étant dans la team de la justification, c'est super intéressant. Ouais, ben Mathilde, franchement, si tu mets ça en place, tu vas voir que ça va vraiment changer les choses. En plus, on a tendance à d'autant plus se justifier que quand au bout d'un certain temps, on finit par dire non, les gens nous font encore plus culpabiliser ou on se culpabilise tout seul d'ailleurs. Tu vas voir que si tu arrêtes de te justifier, tu seras beaucoup moins en difficulté pour te positionner. Et ce qui coûte un effort au début va devenir de plus en plus facile et de plus en plus naturel. Encore une fois, ça, alors par exemple, moi, c'est quelque chose que je sais très très bien faire aujourd'hui, le fait de me positionner et de dire non.
Il n'empêche que, comme tout le monde, si à un moment donné, je suis plus vulnérable, plus fatiguée, je me suis laissée submerger par plein de choses, je peux avoir tendance à me remettre dans cet état de je dis oui ou j'accepte de nouveau des choses que je n'aurais pas acceptées normalement. C'est pas grave, c'est pas un souci, juste recentrez-vous. De toute façon, quand ça se passe comme ça, la vie vous envoie des expériences, vous envoie des gens, voilà, des choses en fait, pour vous forcer à vous repositionner. D'accord? Et la vie vous renvoie des choses aussi pour venir tester de est-ce que là vous avez bien compris la leçon? Donc, c'est pas grave. À chaque fois que vous y arrivez, c'est une victoire. À chaque fois que vous n'arrivez pas à dire non alors que vous pensiez non, c'est une expérience. C'est pas un échec, c'est une expérience. Ça vous permet encore une fois d'aller voir en vous ce que ça a fait vibrer et pourquoi avec telle personne c'est plus difficile qu'avec une autre personne. Tout ça, ça va vous servir à vous connaître un petit peu plus en fait. D'accord? Donc voilà, positionnez-vous. L'estime de soi, c'est aussi ça, c'est savoir dire non et s'aimer quand même et avoir conscience que ça va pas faire de nous quelqu'un de moins bien, quelqu'un de moins fiable ou je ne sais quoi. On a le droit de penser à soi. Si vous avez encore du mal à dire non, dites-vous bien que en voulant faire plaisir à l'autre, vous ne vous respectez pas vous. Si vraiment c'est un oui qui vous met en difficulté. Et honnêtement, la personne à qui, pour qui vous devez avoir le plus de considération, c'est vous-même. Parce qu'en fait, si vous ne vous considérez pas, si vous ne vous respectez pas, c'est difficile de mettre des limites. Et en face, vous allez avoir affaire à des gens qui ne vont pas vous respecter non plus, qui ne vont pas respecter ces limites que vous-même, vous n'arrivez pas à mettre en place. D'accord? C'est difficile pour la personne en face de vous de connaître vos limites si vous-même, vous ne les connaissez pas. Ou si ces limites, si ces frontières sont floues. D'accord? Quand les frontières sont très claires, pas de problème. On sait que ça, c'est une barrière qu'on n'a pas à franchir. Et des fois, il est nécessaire, avec certaines personnes, de faire des petites piqûres de rappel. C'est ok aussi. Voilà, je recheck. Qu'est-ce que j'avais eu comme question? J'avais eu une question aussi sur les émotions négatives. Comment on fait Alors c'était quoi? Comment on fait pour supprimer ces émotions négatives ou pour ne moins ressentir d'émotions négatives? Alors, c'est une bonne question, mais qui n'est pas tout à fait juste. Bonsoir Guylaine. Qui n'est pas tout à fait juste dans le sens où, pour moi, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a en revanche des émotions, c'est vrai, confortables et inconfortables. Okay? On est tous d'accord pour dire que la peur, la tristesse, ce sont des émotions qui sont inconfortables. Mais il n'y a pas d'émotions négatives parce qu'en fait, toutes les émotions ont lieu d'être, d'accord? Si à un moment donné vous êtes triste, ça vient vous alerter sur quelque chose. Si vous avez peur, c'est pareil, ça vous alerte peut-être d'un danger ou d'un potentiel danger. Si vous n'aviez plus jamais peur, il y a de grandes chances que vous soyez en danger. Donc heureusement que nous avons peur. Après, je crois que j'en parlais déjà la dernière fois pendant le live, c'est est-ce que cette peur vous paralyse ou pas? C'est ok d'avoir peur du moment que ça ne vous empêche pas de sortir de votre zone de confort. D'accord? Je ne sais pas si vous le connaissez. Attends, je vais vous faire un petit truc. Parce que, attention, je suis équipée. J'ai un super tableau. Je pense que vous connaissez ce petit schéma. En fait, ici, hop, vous voyez? Non, vous ne voyez rien. Il n'est pas super. Donc, dans ce cercle-là, vous avez votre zone de confort. Ouais, on voit pas grand-chose. Hop, je m'approche. Donc en fait, ici, vous avez votre zone de confort et on dit souvent que le bonheur, il se situe là, en fait. Ici, dans cette petite croix, c'est-à-dire à l'extérieur de votre zone de confort. Et en fait, comme la vie, elle aime bien jouer et qu'elle nous teste à chaque fois, en fait, ce qui est difficile, c'est que donc, pour sortir de cette zone de confort, on est d'accord qu'il faut de la confiance en soi, puisque ça implique une action, d'accord ?
pas forcément de l'estime de soi, même si c'est mieux d'avoir les deux. Mais là, c'est la confiance en soi qu'on vient toucher pour aller rejoindre cette petite croix qui est ici. Le truc, c'est pourquoi on dit que la vie, bah, c'est pas un trait, quoi. Elle n'est pas linéaire, elle est comme ça, d'accord? Elle est faite aussi de haut, de bas et de déséquilibre, tout simplement parce que quand vous avez fait tout ce chemin-là pour sortir de votre zone de confort et atteindre ici ce qu'on appelle le bonheur, en fait, ça, au bout d'un moment, ce rond-là, il va se transformer en zone de confort et du coup, vous allez devoir de nouveau faire le même chemin, etc., etc. Et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est ce qui va faire... Je suis désolée, j'ai pas pris le meilleur des marqueurs. Et je fais tout tomber. Donc, accepter de sortir de sa zone de confort. Sachez que quand vous sortez de votre zone de confort, à un moment donné, cette petite croix se transforme de nouveau en zone de confort et vous allez devoir ressortir de ça, etc., etc. Donc, c'est un cercle sans fin, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de la vie. Et pourquoi je parlais de zone de confort? Oui, parce que je parlais des émotions. Donc, les émotions, elles sont positives, mais jamais négatives. Elles peuvent être, au contraire, confortables ou inconfortables. Le problème, c'est que quand on perçoit une émotion de façon négative, quand elle se présente à nous, on fait tout pour éviter de la vivre. Je m'explique. Personne n'aime être triste ou en colère. A priori, personne n'aime ça. C'est inconfortable pour tout le monde. La différence qu'il peut y avoir entre les gens, c'est notre faculté à accueillir ça ou à combattre ça. Lors du dernier atelier, je donnais l'exemple d'une émotion, c'est comme quelqu'un qui vient toquer à votre porte, quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et tant qu'on n'ouvre pas la porte, cette personne, elle toque, elle toque, elle toque, elle toque. Vous pouvez rester cloîtré chez vous et ne jamais ouvrir la porte. Le problème, c'est que le son du toc-toc sur la porte, vous allez l'entendre non-stop. D'accord? Donc, ça va déjà être inconfortable. Ça, c'est certain. Donc, plus vite vous ouvrirez la porte, moins il y aura eu de bruit avant et vous pourrez là écouter, entendre et répondre de la manière dont vous pouvez répondre à cette émotion. Si vous maintenez la porte fermée, vous allez effectivement ne pas vivre votre émotion jusqu'au bout, mais vous allez rester dans un step assez inconfortable. Je vais vous refaire un petit schéma pour vous expliquer ça. Seb, est-ce que tu veux bien prendre un autre marqueur, le deuxième noir là qui... Ouais. Je vais vous refaire un petit schéma par rapport à l'émotion. En attendant, je voudrais vous expliquer autre chose par rapport à l'émotion. En fait, la tristesse, c'est OK. La peur, c'est OK. La colère, c'est OK. Ce qui devient compliqué, et notamment quand, par exemple, on a peur d'être triste, on le retrouve souvent chez les personnes aussi avec des sensations de dépression, c'est qu'en fait, on est triste, on devient triste à l'idée d'être triste. En colère, à l'idée d'être en colère. Et en fait, souvent, c'est l'émotion de l'émotion. Je fous du bazar. C'est l'émotion de l'émotion qui va faire que vous allez être dans une souffrance morale. Ok? Être juste triste, c'est être juste triste, en fait. Il n'y a rien de grave et il n'y a rien de compliqué. Vous allez, selon la manière dont vous réagissez à votre émotion, pleurer, peut-être vous renfermer, et ça va passer. Ça va monter, ça va passer. Quand vous commencez à être triste, d'être triste, bah, c'est la tristesse de la tristesse. Donc, en fait, c'est encore pire, d'accord? Ça accroît la tristesse. Les personnes qui se mettent, par exemple, à hurler, à être très, très, très en colère, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il se produit quelque chose dans la relation qui va les mettre en colère. Sauf que le premier réflexe qu'elles vont avoir, c'est de lutter contre cette colère. Elles ne veulent pas être en colère. Elles ne supportent pas d'être en colère. Elles supportent tellement pas d'être en colère qu'elles vont commencer à être en colère, d'être en colère. Ça, c'est l'explosion de la colère et ça fait souffrir. Et là, dans ces cas-là, on est en colère d'autant plus contre la personne qui nous a mis en colère, contre nous-mêmes pour nous être mis en colère, et ainsi de suite. Et généralement, là, effectivement, l'émotion, elle est toujours pas négative, mais elle est très, très inconfortable et on parle de souffrance morale dans ces cas-là. Alors,
le principe de l'émotion, c'est comme le principe des peurs aussi. Hop, je reviens ici. Je pose comme ça et que je fais ça. Est-ce que cette fois, vous voyez? Ouais, un peu mieux, mais c'est pas non plus GG quoi. En fait, on va partir du principe que... Tu veux me tenir ça? Ah oui, je vais mettre ça là. Hop là, super. J'ai mon assistant technique qui est au top. Alors, hop, je vais le mettre ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On va dire que ça, c'est l'émotion. Ici, vous avez un pic. Vous êtes à 10. Ici, vous êtes à 0. Ici, vous êtes à 0. OK? On va prendre la tristesse. Quand je commence à être triste, je monte sur la colline de la tristesse et là, en fait, j'ai peur. J'ai peur d'être triste ou je commence à être... ouais, je veux pas. En fait, je veux pas parce que peut-être qu'on m'a dit que être triste, c'était pas bien. Peut-être que j'ai peur d'être en dépression. Peut-être que j'ai peur de, si je commence à pleurer, de plus jamais m'arrêter de pleurer. Peu importe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, arriver ici dans ma tristesse, je vais tout faire pour bloquer les choses. Le problème, c'est que quand je fais ça, je vais rester ici, là. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, j'ai peur. Ça, là, ce pic de 10, il me fait très peur. Je me dis que... Enfin, je sais pas ce que je fantasme, mais en tout cas, ici, je me dis que, voilà, si j'arrive ici, peut-être que je m'arrêterai plus jamais de pleurer. Peut-être que je vais mourir de tristesse. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un scénario du pire. On ne sait pas ce qu'on vaut ici. Parce que souvent, quand on a peur de nos émotions, on monte rarement ici. Mais quand on ne monte pas ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on reste toujours dans ce petit entre-deux. On a l'impression qu'on évite le pire, mais en fait, dans cet entre-deux, on est toujours dans l'inconfort. C'est-à-dire que on n'est pas super triste, mais on n'est pas non plus super bien. On n'est pas bien. Vous savez, c'est le coup de blues là. On va pas trop regarder. On est dans des processus de fuite. Alors, vouloir bloquer sa tristesse peut être une façon de se protéger. C'est complètement. C'est souvent une façon de se protéger, on est bien d'accord. Soit parce qu'on a l'impression que, encore une fois, on va nous juger, soit parce qu'on va se dire que si on fait ça, c'est qu'on est faible, soit c'est parce que, voilà, on ne veut pas montrer ça aux personnes avec qui on vit ou peu importe. Donc oui, de toute façon, c'est souvent une façon de se protéger. Je suis bien d'accord avec toi, Jennifer. Le problème, c'est que l'émotion, quand elle se présente, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'exprime. Plus vous allez la bloquer, plus vous prenez le risque qu'à un moment donné, elle défonce votre porte au moment qui est le moins propice. D'accord? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez arriver à une soirée, on va vous dire « Coucou, salut, ça va? Tu vas bien ?» Et là, vous allez vous mettre à pleurer, vous ne savez pas pourquoi. D'accord? C'est parce que la tristesse, elle a déjà toqué à votre porte peut-être pendant une semaine et que vous avez tout bloqué. Mais vous avez tout bloqué sans être ici, hein, sans être bien. Vous avez bloqué ici, dans ce fichu processus. Et ça, on l'a tous vécu, ce truc de... On est bloqué ici, là. Encore une fois, on n'est pas super bien, on n'est pas super mal, on est juste ici, on fait des petits va-et-vient. Alors que je suis ici, je commence à être triste. Ici, à un moment donné, j'accepte d'ouvrir la porte. On va prendre les pleurs. Je suis triste. Je monte ici. Effectivement, ici, je vais peut-être beaucoup pleurer et au pire des cas, peut-être même très longtemps. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, c'est quoi le risque de pleurer? Se rouler par terre, avoir du mal à respirer, avoir les yeux gonflés, je sais pas moi, avoir du mal à reprendre son souffle. En fait, si vous vous laissez complètement pleurer, quel risque vous prenez? En fait, le seul risque que vous prenez, c'est qu'à un moment donné, on reste jamais perché ici. Hop, vous allez redescendre. C'est comme un manège. Hein. Et vous allez redescendre où? À 0, justement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vous laisser pleurer, mais vraiment de pleurer. À un moment donné, vous êtes tellement crevé que ça redescend et vous êtes presque soulagé. Et bien en fait, l'émotion, c'est ça. Plus vous restez bloqué ici, plus vous êtes dans l'inconfort, vous acceptez de monter. De toute façon, c'est le meilleur moyen de se connaître et de savoir ce qu'on vaut dans l'émotion et de se rendre compte qu'en fait, eh ben, ça redescend. Et souvent, il ne s'est rien passé de grave dans l'émotion. Ça vaut aussi avec les peurs, d'accord? Quand j'ai peur de quelque chose, je suis souvent aussi dans ce petit blocage hein, ou dans la fuite, dans le contournement. Voilà. Tout ça pour dire que ouvrir la porte
à votre émotion. Alors, je vais dire qu'elle soit positive ou confortable ou inconfortable. Ouais, je crois qu'on est tous pareils, hein, les émotions confortables, style la joie et tout ça. A priori, on ouvre grand la porte. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour les autres. Plus vite vous allez ouvrir la porte, et moins cette émotion, elle va venir complètement vous parasiter et vous submerger. Souvent, on est submergé par nos émotions parce qu'on a lutté. Et je vois que j'ai un truc. Alors, Maud, être triste et pleurer est tout de même libératoire et des fois, il nous faut la vivre plusieurs fois avant de se libérer. Finalement, les émotions inconfortables deviennent peu à peu confortables. Carrément, effectivement, à un moment donné, ça libère. Que ce soit les pleurs, mais aussi de se mettre en colère. Souvent, on se contient parce que se mettre en colère, c'est pas bien. Hein, on vit dans une société où il y a plein de choses qui peuvent nous mettre en colère, mais il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas s'exprimer. Alors attention, justement, quand je dis se mettre en colère, ça ne veut pas dire tout casser. Quand on commence à tout casser, ça veut dire qu'on est en colère d'être en colère. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on ne se maîtrise plus là. Mais si vous avez une situation, si vous vivez une situation qui vous met très en colère, mais que vous prenez sur vous, et que vous ne verbalisez rien, et que vous laissez monter ça, s'il y a des parents ici, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça avec vos enfants. Hein. Vos enfants, ils viennent là, vous titiller, ils franchissent une fois une limite, puis une deuxième fois, puis au bout d'un moment, ils vous regardent en vous provoquant. Puis en fait, vous voulez être cool. Hein. En tant que parent, c'est jamais cool de se mettre en colère, on préfère quand ça se passe bien. Donc en fait, on ne va pas dire les choses, on va bloquer, on va prendre sur soi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ça pète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a trop pris sur soi. Alors que si, assez rapidement, on se rend compte déjà, donc ça veut bien dire être centré un peu sur soi, hein, pour se rendre compte que, ok, là je suis en train de vivre un truc inconfortable, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, voilà, je commence à être en colère. Qu'on exprime cette colère. Mais il faut qu'il y ait une corrélation, une cohérence entre votre façon de dire les choses et l'émotion que vous êtes en train de vivre. Hein. Si vous dites à quelqu'un je suis en colère et que vous lui dites avec le sourire, encore une fois, vous êtes en train de bloquer quelque chose. Donc non, on dit les choses, pas forcément en criant. Hein. Chacun exprime sa colère comme il le souhaite, comme il peut. Souvent d'ailleurs, avec les émotions, on parle plus de comme on peut plutôt que comme on veut. Vous exprimez, vous verbalisez les choses. Ça, c'est hyper important. En fait, quand tu es en train de faire ça, là, ce qui se passe, ça me met en colère. Ça, je ressens de la colère. Et ensuite, on n'est pas obligé de rester face à ça. Si on se rend compte que, voilà, on commence à être en colère et que c'est pas cool, on a aussi le droit de quitter la pièce, de prendre l'air, voilà, de demander un temps, de dire voilà, là je suis en colère, il faut que je prenne un temps pour moi, pour aller souffler, pour aller marcher, enfin peu importe. Donc il y a toujours des moyens de trouver de la liberté dans les émotions inconfortables qu'on est en train de vivre. Encore faut-il, avant même de les accepter, c'est les percevoir, hein, les ressentir. Et quand on a du mal, parce que voilà, on est pris par notre quotidien, par notre travail, on a souvent tendance à faire plus attention aux autres qu'à nous-mêmes. Et du coup, parfois, on a tendance à même pas savoir exactement ce qu'on ressent. Et au moment où on se rend compte qu'on est en colère, c'est déjà trop tard. Ou au moment où on se rend compte qu'on est triste, c'est déjà trop tard. C'est pour ça aussi qu'on bloque tout, parce qu'on se dit que ça va sortir comme une espèce de geyser, quoi. Donc, ça demande à prendre des temps, de temps en temps quand même, pour aller se scanner. Vous faites un petit scan de votre corps, parce que de toute façon, l'émotion, quand elle est là, elle vit quelque part dans votre corps. Par exemple, la tristesse, elle va souvent être un peu soit dans le ventre, soit au niveau du plexus solaire, soit au niveau de la gorge. Hein. Je sais pas, vous avez sans doute déjà eu, enfin moi j'ai déjà eu cette espèce de boule là dans la gorge, quand on sait que si on parle avec cette boule dans la gorge, on va se mettre à pleurer. Donc on est tout serré là. Quand on commence à avoir ça, c'est vraiment le moment d'aller regarder en soi qu'est-ce qui se passe là. Ok, c'est quoi cette boule ? D'où elle vient ? Qu'est-ce que j'ai du mal à dire ? Qu'est-ce que j'ai du mal à verbaliser ? Et si je dois verbaliser quelque chose et que je le fais avec des larmes, c'est ok aussi. Pleurer, c'est pas un truc de fillette, quoi. Enfin, on a grandi comme ça, on disait ah, tu pleures, c'est pas bien de pleurer. Non, pleurer, c'est ok. De toute façon, les larmes, on n'est pas obligé de mettre un truc derrière les larmes. On pleure de joie, on pleure de rire, on pleure de fatigue, on pleure en bâillant. C'est juste de l'eau qui coule de nos yeux. Hein. C'est pas un truc de fou, quoi. C'est des larmes, c'est de l'eau. Voilà, donc pleurer, c'est ok. Du moment que ça vous permet de dire les choses et de vous libérer donc de cette boule.
Pareil, si je commence à être en colère ou stressée, je vais avoir le cœur, mon rythme cardiaque qui va s'accélérer. Je peux avoir des bouffées de chaleur, je peux avoir du mal à respirer. Ce sont des signaux d'alerte, c'est le corps qui vous alerte qu'il se passe quelque chose. Et généralement, votre corps il est en train de vous dire « Ok, là il y a la tristesse qui cogne à la porte et il va falloir que tu l'écoutes parce que sinon elle va tout défoncer. » Donc voilà, prenez ça en compte. Et ensuite, donc un temps pour comprendre ce qui se passe en vous. Le deuxième temps pour soit verbaliser s'il y a besoin de verbaliser, soit accueillir et vous octroyer le droit de vivre pleinement cette émotion. Pour faire l'expérience justement de 0, 10, de nouveau 0, je reviens dans le confort. Je ne suis plus dans l'inconfort. Et ensuite, c'est d'aller voir à chaque fois ce que ça vient faire résonner chez vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez été triste? Souvent, on se dit, je suis triste parce que l'autre m'a fait ça. Bon. Moi, je crois que personne n'a le pouvoir de rendre triste ou malheureux quelqu'un. C'est toujours le pouvoir qu'on donne à ce quelqu'un-là. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un me dit quelque chose et que ça me rend triste, c'est parce que ça vient faire résonner quelque chose chez moi. Ça vient faire résonner soit une expérience de mon enfance, soit une expérience d'une ancienne relation, soit ceci, soit cela, soit mon manque de confiance en moi, soit mon manque d'estime de moi, peu importe. Ça vient faire résonner quelque chose en moi et c'est ça qui fait que je suis triste, d'accord? Donc, c'est ce que ça vient faire résonner qui m'a rendu triste, c'est pas la personne qui m'a rendu triste. Et ça, c'est pareil, ça change des choses, d'accord? Même si la personne en face, elle a fait quelque chose pour réellement vous rendre triste. Si vous êtes bien dans vos baskets, vous verrez que vous ne prendrez pas du tout les choses de la même manière. Ça ne veut pas dire que vous laisserez passer ce qu'on vous a dit qui n'est pas cool. C'est juste qu'au lieu que ça vous rende triste et que vous vous retrouviez avec cette boule à la gorge, vous allez vous positionner. Vous allez poser une limite qui va être très claire en disant bah voilà, ça c'est pas correct pour moi en fait, je te permets pas de dire ça, je te permets pas de faire ça, ou je n'ai pas envie de vivre ça. Vous voyez, il y a une différence. La personne qui fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas correct pour vous, soit effectivement ça peut vous rendre triste et c'est vous qui avez ouvert la porte à ça, soit vous êtes au clair et du coup vous posez vos limites. Ça c'est pas ok. Et derrière il n'y a pas de tristesse. Voilà. Donc ça fait déjà 47 minutes que je parle, à peu près non-stop. Donc je vais faire une petite pause, juste le temps de voir si vous avez des questions par rapport à tout ça ou si vous avez un petit partage à faire. Ok Jennifer, eh ben écoute, de toute façon c'est bientôt fini. Je te remercie d'avoir été là, je te dis à bientôt. Et bon appétit du coup. Ok. Bon, alors la tristesse en médecine chinoise est liée au poumon et on l'appelle l'émotion de la compassion. Merci Maude. La médecine chinoise c'est hyper intéressant et notamment justement pour voir où ça se passe aussi dans le corps. Et ça montre une chose, c'est qu'en fait, c'est bien le corps qui alerte et qui vit quelque chose. Souvent, quand on vit une émotion, on ne redescend pas dans le corps, on est coincé dans sa tête. On fait vivre l'émotion dans sa tête à travers un film. Par exemple, vous avez vécu quelque chose qui vous a rendu triste et en fait, vous continuez de dérouler le film de ce que vous avez vécu et en fait, vous continuez du coup d'être triste et d'alimenter cette tristesse. Alors que si on redescend dans le corps et qu'on regarde ce que ça fait, en fait, on laisse le corps s'exprimer jusqu'au bout. Par exemple, cette boule-là, je reprends la boule dans la gorge ou même la boule au ventre. J'ai peur, j'ai la boule au ventre. Je continue d'alimenter mon film qui me fait peur, je reste coincée dans ma tête. Alors que si je redescends au niveau du ventre, au niveau de cette boule, et en hypnose, moi je fais souvent mettre les mains des gens là où ils ont mal au niveau du corps, là où ils ressentent l'émotion. Donc vous mettez la main ici, vous fermez les yeux et vous laissez en fait, ok, cette boule, elle est comment? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle fait chaud? Est-ce qu'elle fait froid? Si c'était une couleur, quelle couleur ce serait? Si je devais mettre un mot dessus, ce serait lequel? Et en fait, je tente pas de diminuer cette boule que je ressens, ni la douleur, je la laisse s'exprimer. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, elle va grossir, mais encore une fois, c'est comme
ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire que, hop, elle va monter et puis elle va redescendre. Donc, ça, c'est hyper intéressant à faire. Franchement, la prochaine fois là, que vous ressentez une émotion inconfortable, faites ça. Allez scanner au niveau du corps où est-ce qu'elle se situe. Parce que de toute façon, la seule chose qui est réelle, c'est ce qui se passe au niveau du corps. Il n'y a que ça qui est réel. Le reste, c'est le film mental, ça ne vit que dans votre tête. Donc, vous scannez l'émotion dans le corps. Vous ne tentez pas de la supprimer ou de la diminuer. Non, non, vous la regardez, vous l'observez et vous la ressentez dans le corps. Elle va peut-être grossir et puis une fois qu'elle aura grossi, qu'elle aura pris la place et qu'elle aura livré le message qu'elle avait envie de livrer, elle va diminuer et disparaître. Encore une fois, si vous luttez contre ça, elle va stagner. Et c'est ce qui fait que pendant plusieurs jours, vous allez avoir la boule au ventre en vous réveillant chaque matin. Donc, ouvrez la porte à vos émotions, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. De toute façon, une émotion qui rentre chez vous, c'est comme une amie qui ne va pas bien. Généralement, si vous avez une amie qui pleure devant votre porte, vous n'allez pas vous verrouiller comme ça derrière la porte à tenir votre porte. Non, vous allez ouvrir. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'écouter. C'est la même chose avec votre émotion, positive ou négative. Cette émotion, c'est votre pote en fait. Elle vient vous dire quelque chose de vous. Elle vient vous dire quelque chose de ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est toujours intéressant d'écouter. Et au-delà d'apporter des réponses, d'écouter, d'accepter de la vivre sans forcément poser des mots. Et puis si vraiment à un moment donné c'est trop inconfortable, il y a des exercices de respiration qu'on peut faire, on peut méditer. Et encore une fois, je le répète toujours, méditer, c'est pas forcément rester assis sur un coussin, ça peut être méditer en marchant, méditer en dansant, méditer en chantant, méditer en épluchant des légumes, voilà, que sais-je, il y a plein de façons de méditer. Faut juste pas que ce soit une stratégie de fuite, d'accord? Si je commence, en revanche, à chaque fois que je commence à avoir la boule, là, à me sentir un peu triste, hop, je me mets sur mon téléphone portable, je vais appeler quelqu'un ou je scrolle sur les réseaux sociaux, ça, c'est de la fuite. Ça va revenir à chaque fois. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois il y a des addictions à la télévision, au téléphone ou des choses comme ça, c'est parce qu'on est toujours dans ce processus de fuite. On n'a pas envie de vivre nos émotions. Et ça se vérifie notamment quand on rentre du travail après une journée bien chargée qui nous a un peu pris la tête. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas un temps pour se scanner en rentrant en se disant « Ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là par rapport à tout ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour y répondre et prendre soin de moi ?» Non, la plupart du temps, on va rentrer et soit on va appeler pour se décharger, soit on va scroller sur les réseaux sociaux ou tout simplement se mettre devant la télévision et passer sa soirée un peu comme ça. Ou s'occuper de ses enfants, cuisiner, enfin bref, on va combler le vide pour ne surtout pas ressentir nos émotions. Processus de fuite, ça c'est pas cool. Ça donne l'illusion que c'est bien, mais ça revient à chaque fois. C'est ce qui fait aussi que voilà, c'est comme les gens qui vont prendre l'apéro tous les soirs pour fuir ça ou qui vont consommer des drogues en fait en règle générale. C'est pour éviter de vivre les émotions inconfortables. Mais ça revient toujours et c'est ce qui fait que d'ailleurs c'est le cercle vicieux. Dès qu'on arrête de boire, dès qu'on arrête de fumer, dès qu'on arrête de regarder la télévision, on se retrouve face à nous-mêmes et de nouveau c'est le vide. De nouveau c'est l'émotion qui se représente, qu'on entend de nouveau frapper à notre porte. On ne veut pas ouvrir, donc on reprend ce processus. Donc voilà, ouvrez la porte, vivez pleinement vos émotions. De toute façon, toutes les émotions ont quelque chose à vous dire de vous. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre à vous connaître. Voilà, et c'est le meilleur moyen du coup d'arriver à ce que nous on essaye de faire aussi et à ce qu'on met en place avec Soma Soa, c'est de vivre en conscience et de se rapprocher au plus de nos valeurs et de notre nature profonde en fait, avec tout ce qu'il y a de beau et d'un peu plus sombre. C'est ce qui fait que voilà, on est humain et que c'est beau. Voilà, et je vais m'arrêter là. Je voulais faire qu'une demi-heure, mais du coup, j'aurais fait 1 heure encore une fois. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour jeudi prochain. Franchement, n'hésitez pas parce que c'est grâce à vos questions que je vais pouvoir continuer les lives. Parce qu'à un moment donné, si juste je parle toute seule, je vais m'épuiser, je me connais. J'aime beaucoup répondre à vos questions. Je vous remercie déjà pour toutes celles que vous m'avez envoyées. Il y a encore quelques questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu, donc je le ferai jeudi prochain. On part avec Sébastien en vacances là demain matin.
Donc pour le prochain live, normalement, je serai sur le bassin du côté d'Andernos-les-Bains. Donc je suis hyper contente d'y retourner. Néanmoins, on continue les lives pendant les vacances, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Envoyez-moi des questions si vous en avez sur n'importe quel sujet touchant au développement personnel, professionnel, psychologie, yoga, peu importe. De toute façon, il n'y a pas de mauvaises questions. Vous posez toutes les questions que vous voulez ou dites-moi les thèmes que vous voulez que j'aborde pendant ces lives. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup et à bientôt. Peut-on envoyer des questions même si c'est pas demandé en story? Oui, bien sûr, vous pouvez envoyer les questions quand vous voulez. Vous me les envoyez en message privé, il n'y a aucun souci. Je réceptionne et je me les note. Donc n'attendez pas que je les mette en story, n'attendez pas que je mette le petit boîtier en story, mettez-les quand vous voulez. Et comme la dernière fois, si ça ne bug pas, je mets le live en IGTV. Donc vous pourrez aller rechecker si vous voulez ou aller l'écouter si vous n'avez pas pu participer à celui-ci ou si vous arrivez à la fin. Salut Léa. Vous pourrez aller le checker au moment que vous voulez. Voilà. Bonne soirée et encore une fois, merci à tous d'avoir été présents.